Les soins qu'on peut mettre en place à cet âge-là, à l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte, sont des soins qui peuvent modifier toute leur trajectoire de vie. Bonjour, je suis Thierry Bobet, je suis prof de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et aujourd'hui je vous parle de mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes, des enfants qui sont sur le territoire français sans représentant légal alors qu'ils sont étrangers. Et c'est une population qui est soumise à beaucoup d'adversités, des parcours qui sont très souvent émaillés de traumatismes, et puis une situation sociale en France qui est compliquée, puisqu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, si leur minorité est reconnue, et qu'ils tombent dans une zone de non-droit si leur minorité n'est pas reconnue. Ce qu'on appelle parfois les mijeurs, donc ces jeunes qui sont considérés ni comme mineurs, ni comme majeurs et qui n'ont aucun droit. Quand ils sont reconnus mineurs, la protection de la France, au titre de la protection de l'enfance, leur confère des droits à la formation, à l'hébergement. Mais ces jeunes ont une vie difficile. Les hébergements sont parfois de très mauvaise qualité, c'est parfois dans des hôtels, parfois livrés à eux-mêmes, parfois sans accéder à tous les droits auxquels ils pourraient prétendre. Ces jeunes ont une vie émaillée d'événements difficiles. Parfois, il y a eu des événements difficiles, des traumatismes dans le pays d'origine, que ce soit dans la famille, que ce soit de contexte de guerre, de violence politique, de violence liée au genre, etc. Et ceux qui n'ont pas vécu de violence avant leur départ vivent des violences pendant le voyage, des violences, des traumatismes. C'est particulièrement bien documenté pour les enfants qui transitent par des pays comme la Libye, où ils sont victimes de traite, d'exploitation, de violences physiques, sexuelles, d'incarcération, etc. Mais c'est vrai un peu partout. Il y a le danger que représente par exemple la traversée de la mer, sur des embarcations dangereuses, la crainte permanente de la noyade, les morts d'autres enfants sur le bateau. Enfin voilà, tous ces événements-là, le voyage en lui-même est un événement qui comprend toujours des traumatismes. Et puis il y a les difficultés aussi, une fois arrivé en France, pour faire reconnaître ses droits, pour se loger, pour s'éduquer, etc. Ces jeunes peuvent être affectés par différents troubles de manière assez fréquente, des troubles post-traumatiques, mais aussi des dépressions. Et les dépressions, c'est important parce que la dépression peut conduire au suicide et à la mort. Des troubles anxieux et aussi des troubles liés au deuil, quand ce sont des jeunes qui ont perdu des proches et notamment leurs parents. On estime autour de 40 à 50% de jeunes qui présentent des troubles psychiques qui nécessiteraient des soins lorsqu'ils arrivent en France. Les troubles traumatiques sont parfois ce qu'on appelle, et assez souvent, ce qu'on appelle des traumatismes complexes, c'est-à-dire qu'ils sont liés à des successions d'événements traumatiques survenus quand le jeune était en état de dépendance ou d'impuissance, que ce soit du fait de la guerre, que ce soit du fait d'une incarcération. Et ces traumatismes complexes vont avoir une expression symptomatique très riche et très importante avec les signes classiques du trouble post-traumatique, mais aussi toute une série d'autres signes, notamment beaucoup de dissociation qui peut s'exprimer par exemple par des états de transe ou l'impression que le jeune est à côté de lui-même, des troubles du comportement auto-agressif, des troubles des émotions. Ces tableaux complexes sont en fait assez fréquents dans cette population. Il faut aussi être vigilant aux jeunes qui paraissent très résilients, peut-être même trop résilients. Ça peut parfois être une hyper-adaptation de surface qui cache un profond désarroi intérieur, avec des jeunes qui peuvent s'effondrer un peu plus tard. Donc attention avant de coller l'adjectif de résilient à des jeunes qui ont vécu de tels parcours. Face à des jeunes qui ont vécu de telles situations, on observe parfois deux positions un peu caricaturalement opposées. C'est de dire ils vont tous mal, il faut tous les envoyer chez le psy, ou au contraire
on ne va pas envoyer tout le monde chez le psy. C'est normal qu'ils soient tristes et qu'ils se sentent pas bien après ce qu'ils ont vécu. En fait, toute la difficulté, elle va être dans le repérage de ceux qui présentent non pas un état d'expression émotionnelle, réactionnelle à l'arrivée, mais ceux qui présentent de vrais troubles psychiatriques, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui sont présents de manière durable et qui empêchent l'enfant de fonctionner normalement dans les différents domaines de sa vie. C'est pas si évident que ça. Il faut repérer en premier lieu la dépression, il faut repérer, parce que là il y a une urgence thérapeutique, et il faut repérer les jeunes qui ont des comportements qui peuvent sembler inexplicables. Par exemple, tout d'un coup ils se mettent à avoir très peur, ou à certains moments ils ont l'air de revivre des scènes terrifiantes, ou ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des plaintes douloureuses, des plaintes somatiques. Voilà. Si ça persiste quelques semaines, là c'est une bonne option de chercher des soins et éventuellement de proposer une consultation. L'accès aux soins est difficile, il nécessite parfois le recours à un interprète, mais cet accès aux soins il est important parce que les études dont on dispose montrent que pour les jeunes qui présentent des troubles psychiques installés après l'arrivée, eh ben, ces troubles ne passent pas tout seuls. Ils ne passent pas juste avec de la gentillesse et du maternage et du travail éducatif. Quand il y a vraiment une dépression ou un trouble post-traumatique, les soins sont nécessaires. L'avenir n'est jamais écrit pour ces jeunes. C'est-à-dire que même si on a vécu des événements traumatiques, même des traumatismes répétés, même si on a une dépression, si on a un trouble post-traumatique, ce sont des choses qu'on sait soigner. Donc les soins sont possibles. Ça prend un peu de temps, il faut y mettre un peu d'énergie. Par contre, pour que les soins soient possibles, ça nécessite qu'une alliance thérapeutique soit mise en place avec le jeune. Et ça nécessite souvent le concours de l'équipe éducative, des éducateurs qui ont en charge le jeune. Par exemple, un éducateur qui dirait à un jeune « Bah dis donc, t'as vraiment pas l'air bien, tu devrais aller voir un psychiatre », c'est sûr que ça marchera jamais. Un éducateur qui dit « j'ai l'impression que même si tu n'en parles pas, j'ai l'impression que tu souffres beaucoup, peut-être que tu dors mal ou que tu as des douleurs, on peut aller voir ensemble une équipe médicale que je connais, une maison des adolescents, un CRP, et c'est le docteur un tel ou l'infirmière un tel qui te recevra. Et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Ça fonctionne. Il faut bien expliquer que c'est des choses qui font terriblement souffrir, qu'on a compris, et que c'est des choses pour lesquelles on peut être aidé, on peut aller mieux. Et il faut accompagner le jeune dans cette démarche. Alors l'éducateur n'aura pas à assister à toutes les séances, bien sûr, mais pour la première, c'est vraiment essentiel qu'il y ait ce lien qui soit fait. La majorité de ces jeunes va d'une manière ou d'une autre poursuivre sa vie en France. Les soins qu'on peut mettre en place à cet âge-là, à l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte, sont des soins qui peuvent modifier toute leur trajectoire de vie, c'est-à-dire leur permettre d'être heureux, de se sentir bien, mais leur permettre aussi d'être autonomes, de mener leur vie, de prendre leur part à la société française. Donc il y a quand même un enjeu qui est important pour eux et aussi pour nous tous, pour leur permettre aussi de devenir des citoyens.